Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir une nouvelle série. Et vu que la dernière fois qu'on a fait notre petite rencontre, notre tête-à-tête, ça a créé une grosse vague sur l'Internet. Là, je me suis dit, pourquoi pas faire quelque chose d'autre, mais cette fois-ci, pas parce qu'il y a un conflit, parce qu'il y a un problème, mais plutôt apprendre à connaître nos célébrités, apprendre à connaître les gens qui nous représentent, les gens qui parlent des fois oui, des fois non, en notre nom. Qu'il le veuille ou qu'il le veuille pas, en fait. Parce que normalement, on m'a bien fait comprendre que des fois, c'est pas tout le monde qui le veut. Donc, ce soir, aujourd'hui, je vous présente, monsieur, présente-toi. Bonsoir, bonjour, Philippe Fémio. Salut bien tout le monde. Je l'ai laissé se présenter parce qu'il allait faire mieux que moi de toute manière. Monsieur Fumio est un homme que moi, je te respecte beaucoup. Puis je vais te dire pourquoi, on va tout de suite rentrer dans l'action. Je te respecte beaucoup parce qu'il y a quelques années de ça, quand Monsieur Doc Mayou a fait ses propos au sujet des Noirs, des propos vraiment ridicules, très anciens, au sujet des Noirs, petit cerveau, toutes sortes de conneries qu'il a dit. Toi, tu t'es levé et t'as dit non, tu n'accepterais pas ça. T'as même mis, moi, que j'ai trouvé, tu me corrigeras si je me trompe, mais j'ai trouvé que t'as même mis ta carrière un peu à risque en disant, écoute, moi, je veux pas travailler avec ce monsieur-là, blablabla. T'étais comme, à ce moment-là, je crois que t'étais le seul à le faire, à te lever, de la communauté en tout cas, à te lever comme ça, puis à le dire, ou au moins une personne publique de ton genre. En plus, t'étais en émission avec lui. Moi, j'ai vraiment été surpris, agréablement surpris, et de là, mon respect pour toi, parce que vraiment, on a besoin que les gens fassent ce genre de choses-là, puis c'est pas à tout le monde de mettre leur coup dehors de même, mais bon, toi, tu l'as fait. Pourquoi? Ah, je l'ai fait parce que ça s'est imposé à moi. C'est-à-dire que moi, j'aurais travaillé avec ce personnage-là si j'avais rien dit. Puis ça s'est imposé dans le sens où mon père est historien. Ok. Mon père est historien, a documenté l'histoire noire au Bas-Canada, a écrit des livres, prononcé des conférences, enseigné à l'université, m'a enseigné aussi mon histoire, l'histoire des descendants d'esclaves au Canada. Donc, je trouve, j'ai même en moi des frustrations par rapport au fait qu'on n'a pas suffisamment valorisé nos bâtisseurs noirs, les descendants d'esclaves au Canada. Donc, ça n'a pas été suffisamment documenté, enseigné à l'école non plus. Donc, moi, j'ai des charges émotives par rapport à ça. Donc, quand cet événement-là est arrivé, pour moi, j'ai même pas réfléchi. À ce moment-là, c'était impossible pour moi de partager le même plateau que ce personnage-là, qui avait des propos qui sont diamétralement opposés avec mon système de valeurs. Donc, comme ça, c'est arrivé. Et puis, tu as raison de dire que à ce moment-là, j'ai même renoncé pendant un moment à ma carrière parce que je me suis dit, tu sais, moi, je viens aussi, tu sais, j'ai 46 ans, donc moi, j'ai grandi dans un Québec milieu rural des années 70 et 80. Donc, un Québec avec une grosse présence du clergé, puis tout le monde prend sa place, c'est né pour un petit pain, puis tout ça, puis fait pas de vagues, pas de chicanes, tout ça. Donc, j'ai grandi un peu dans cette pensée-là, puis des fois, ça me revient. J'ai un côté militant en moi, mais j'ai un côté aussi où faire trop de vagues, même moi, des fois, je me trouve fatigant. Il y a certains militants que je trouve fatigants, des fois. Allô? Tu comprends ce que je veux dire? Donc, à ce moment-là, j'ai comme voulu rentrer dans le moule, puis en même temps, je me suis dit non, moi, je vais être prêt, je vais comme, s'il faut, je renonce à ce métier-là, puis ça sera autre chose parce que j'avais peur que les gens de l'industrie de la télévision croient que j'étais un troublemaker, un agitateur. Je me suis dit, donc, ça se peut qu'il y ait des producteurs qui disent, hey, fais mieux, là. Laisse faire ça, man, il est fatigant, quand ça ne fait pas son affaire, il se met à chialer, tout machin, tout ça. Ouais. Mais je me suis dit, so be it. Si c'est ça, c'est ça. Mes ancêtres vont me guider vers autre chose dans ma vie. Nice. Donc oui, j'ai renoncé pendant un moment à cette carrière-là. Mais tu sais que la fin de l'histoire est merveilleuse. Moi, la raison pour laquelle je le répète tout le temps, c'est qu'il faut croire, quand on fait des sauts comme ça, c'est un saut en parachute, Tout à fait. il faut le faire parce que moi, quand j'ai fait ça, la police n'est pas arrivée pour venir me chercher. Mais Une chance, déjà. je suis allé sur le plateau, tout le monde en parle, pour m'expliquer. Et le vice-président de Radio-Canada à l'époque, M. Sylvain Lafrance,
était là, il est venu sur le plateau, il est venu me voir, il me dit, Monsieur Fémieux, j'ai trouvé ça très élégant. Votre façon de gérer cette crise médiatique-là. J'ai fait plein d'entrevues. Oui. Près d'une centaine d'entrevues sur 2 semaines, des sérieux. journaux, tout ça, tout machin. J'ai trouvé ça très élégant parce que jamais vous avez été revanchard, jamais vous avez attaqué la personne, jamais vous avez attaqué le diffuseur, votre employeur. C'est vrai, j'ai jamais fait ça. Il dit, si un jour vous voulez travailler ici dans la maison de Radio-Canada, il y aura une place pour vous. Nice. Donc, tu vois, j'ai sauté en parachute, le parachute s'est ouvert. Puis moi, quand j'étais petit, haut comme ça, je voulais travailler un jour à Radio-Canada. Puis la porte de Radio-Canada s'est ouverte parce que j'ai pris position. Mais tu vois, ça c'est une très belle histoire, en fait. C'est bon même que t'en parles, parce que justement, ça a peut-être donné courage à d'autres, Oui. hein, d'avancer avec leur conviction, mais surtout de connaître leur histoire. Ouais. Parce que, tu sais, il fallait aussi que tu tiennes sur quelque chose. Oui. Parce que lui, c'est un docteur, supposément. tout à fait. Tu comprends? C'est un docteur avec des... Puis ça, c'est souvent le gros problème qu'on se retrouve. Tu vois, tu as parlé d'école et tout ça. Justement, c'est souvent le gros problème qu'on est confronté. C'est que tu as le professeur, le docteur, tu as le monsieur, la personne avec le titre. Ouais, qui représente l'establishment. Oui, et qui te donne plein qui t'envoie plein de bullshit, si tu me permets l'expression. Puis nous, on est obligé d'y croire. Et des fois, si t'as pas le background pour défendre, grâce à ta connaissance de ton père, t'avais le background pour tenir tête. Puis peut-être sûrement d'être très éloquent, comme tu le sais l'être. Puis ça a vraiment aidé la situation. Fait que pour ça, je te remercie. Ben merci, tu touches un bon point, hein. Éducation, éducation, éducation. C'est juste ça, là. Parce qu'effectivement, tu as bien raison de dire que j'aurais pu, j'y ai pensé pendant quelques secondes, avaler ça, puis dire, ah ben, c'est un docteur. Puis là, tout le monde l'aime, il est à la radio, à la télé, il est populaire. Puis, mais là, non, si c'est pas en accord avec tes convictions, ben c'est non. Fantastique. Puis là, maintenant... Ça m'a donné aussi confiance à la nature humaine. Tu comprends? Parce que, comme je t'ai dit, j'ai renoncé, puis je savais pas comment les gens étaient pour réagir. Finalement, j'ai eu là un filet de soutien puis d'appui de toutes sortes. Là. Nice. Donc ça m'a donné confiance aussi. Tu sais, à ce moment-là, j'avais au début de la trentaine. Puis ouais, ça m'a donné confiance par rapport à l'humain puis au sens des valeurs. Dis-moi, ben justement, c'est un bon point que tu amènes. Est-ce que tu as senti que la communauté avait compris ou a réagi en support à ce que tu as fait? Ouais. J'étais pas mal étonné de toutes les manifestations de solidarité. Nice. Par courriel, par appel, dans la rue. Nice. J'ai été aussi, je me suis aperçu aussi qu'il y avait... Tu sais, souvent on dit qu'il y a 2 solitudes au pays, les anglos et les franco. Mais moi, je me suis aperçu qu'il y a une autre solitude. C'est les Québécois de souche et toutes les autres communautés culturelles. Parce que je marchais dans la rue, puis j'avais des Asiatiques. J'allais au marché, j'avais des Arabes qui venaient me voir, qui s'identifiaient à moi. Nice. Moi, j'ai du sang africain, ma mère est québécoise, mon père est d'origine africaine. Donc, je m'apercevais qu'il y avait tout ce pan-là de notre population qui n'était pas représenté dans les médias, pas beaucoup dans notre bonne sphère médiatique en général. Puis, ces gens-là, c'est comme si tout le monde devenait black à ce moment-là, tu sais, parce qu'il y avait une injustice. Tout à fait. Fait que ça m'a permis aussi de réfléchir beaucoup sur, tu sais, le manque de diversité culturelle, tu sais, ici, puis de voir comment... Parce que moi, je pensais que... Moi, j'étais plus habité par le fait qu'il n'y avait pas suffisamment de blacks à la télévision, mais c'est pas ça. C'est juste par rapport à un manque de diversité d'origine, de couleur, c'est sûr, mais d'opinion aussi. Ça m'a permis d'élargir un peu ma pensée par rapport à ça, avec tous les témoignages que j'ai eus de tous les gens au Québec qui se nourrissent de diversité. Là, tantôt, j'ai parlé des Québécois de souche, mais en même temps, j'ai eu plein de Québécois de souche aussi qui m'ont fait des gros témoignages, parce qu'il y a des gens aussi, des Québécois de souche qui sont curieux. Tu sais, il y a du monde qui voyage. Ouais, je suis allé partout dans le monde. Je suis arrivé dans le fond là, du Sénégal, dans le fond de la Guinée-Conakry. J'avais là, il y a des Québécois aussi, là, tu sais, qui sont curieux, eux autres, tu sais, qui se nourrissent des cultures d'ailleurs. Donc, il y a tous ces gens-là aussi, tu sais, qui ont fait en sorte que je me suis senti soutenu.